Léon Harmel, né en 1829, mort en 1915, fut l'homme des paradoxes apparents et de l'unité intérieure. Grand patron de l'industrie à la réussite brillante, surnommé le bon père, qualificatif qui fleure drôlement le paternalisme, il ressemble, même au physique, à l'archétype du bourgeois d'affaires de son époque. Mais il n'en est rien. Il est à l'origine de nombre de progrès sociaux dans l'entreprise, un apôtre de la prise en charge matérielle et spirituelle des ouvriers par eux-mêmes, et son secret, c'est le franciscanisme séculier, tiers ordre de saint François d'Assise, comme on dit à l'époque, vécu avec intensité. Un exemple qui a suscité bien des figures franciscaines d'apôtres sociaux, on en rencontrera quelques-uns dans notre trajet. Il est né dans le village des Ardennes, dans la famille de forgerons devenus industriels, mais demeurés pieux, soucieux du bien-être de leurs ouvriers. À 20 ans, il hésite entre sacerdoce et travail, avec son père, et il prend 2 ans avant de se décider pour le second, dans son conserver une belle vie de prière. À 24 ans, il épouse sa cousine, ils auront 9 enfants, et dès l'année suivante, il remplace son père à la tête de leur filature du Val-des-Bois, c'est à côté de Reims. Il se révèle un grand industriel, soutenant, multipliant les innovations techniques, commercialisation, etc. Mais il se voit d'abord comme celui qui a une responsabilité humaine et spirituelle vis-à-vis des centaines d'ouvriers de son usine et de leur famille. Au fil des ans, sa vie spirituelle s'étoffe. Et puis, c'est la grande rencontre de sa vie, François d'Assise, le tiers-ordre. Il écrira « Parmi les grâces innombrables dont j'ai été comblé, la plus grande, celle qui a eu une influence déterminante sur ma vie d'homme fait, je dois convenir que c'est le tiers-ordre, comme on disait à l'époque. » Il rentre en 1861, bientôt suivi de toute sa famille. Ce choix par un jeune trentenaire a de quoi surprendre. Franciscains et capucins ont commencé à relancer le tiers-ordre en France avec des moyens modernes, presse spécialisée, avec des résultats. Monseigneur de Ségur estimera plutôt bientôt à 100 000 le nombre de tertiaires, mais à plus de 90%, ce sont des femmes, et on entre dans le tiers-ordre à plus de 50 ans. Il ne s'agit pas d'y vivre, mais de se préparer à avoir une belle mort, en profitant des indulgences et des mérites de l'ordre. Or, c'est au départ cette piété ascétique, les exigences de la règle, qui attire Léon Harmel, qui pour lui-même il restera fidèle toute sa vie, mais auquel il va insuffler une vie chrétienne d'attention aux autres. Dès 62, il fait construire une chapelle dans son usine, et le patron, au début quelques ouvrières, seront à genoux devant Jésus au début de la journée. Très vite, une autre dimension apparaît chez lui, le souci de l'apostolat dans le monde ouvrier. Il fait venir des filles de la charité pour l'instruction, la catéchisation des jeunes filles. Elles sont suivies par des frères de la doctrine chrétienne pour les garçons, des lazaristes aussi pour la présence sacerdotale. Des associations de piété féminine voient le jour, Enfants de Marie, Saint-Ange, Sainte-Anne, Sainte-Philomène, fraternité franciscaine, bien sûr. Et Harmel écrit que les plus pieuses pourront entrer dans le tiers-ordre de Saint-François, et qui est constitué en 1865. La tâche se révèle nettement plus difficile pour les hommes. Il finit quand même par trouver 3 jeunes qui acceptent de créer un cercle sous le patronage de Saint-Joseph et un petit cercle pour les enfants. Bref, chef d'entreprise, père de famille comblé, âme d'apôtre, qui recueille les premiers fruits de ce qu'il a semé, Léon Harmel peut envisager un avenir tant humain chrétien avec sérénité quand il atteint ses 40 ans, nous sommes en 1869. En plus, il s'est découvert un charisme tout à fait inattendu, l'accompagnement des malades et des mourants. 3/4 de siècle avant Mère Teresa, il crée une association de malades et de souffrants qui prient pour le monde et leur propose donc de se joindre à cet apostolat de la prière des personnes qui souffrent. Soudain, en septembre 70, tout bascule. Invasion prussienne, filature occupée, dévastée, mort soudaine de son épouse. Et moins de 4 ans plus tard, incendie qui ravage cette fois-ci complètement son usine. Là, Léon Harmel commence nettement à ressembler, un autre personnage de l'écriture, ressembler à Job. Il émerge de ces années, de ces drames avec une conviction. Il est appelé à une mission humaine et chrétienne envers le monde ouvrier. Alors il commence, avec des aides bien sûr,
Il commence par reconstruire une église encore plus grande, plus moderne. Il laisse la direction à ses aînés de ses enfants et à un neveu, hein, et il va devenir un homme public, en fait, un réformateur social, un apôtre chrétien. Bien sûr, dans sa propre usine, il commencera par faire faire ce qu'il propose ailleurs, hein. C'est un optimiste incorrigible, un homme d'espérance dans tout ce qu'il entreprend, et tout cela en restant fidèle à ses obligations de tertiaire, une spiritualité personnelle, marquée, il faut le dire, par la souffrance et la croix, essayant de vivre toutes les heures face au Christ. Ça reste le cœur, le ressort de ce qu'il va déployer. C'est d'abord visible dans l'aménagement de l'église de son usine, hein, Notre-Dame de l'Usine, hein, qui était reconstruite plus grande. Au fond, un vitrail de François d'Assise, modèle des apôtres de l'usine, des lieux pour que la fraternité tertiaire qu'il a établie se réunisse, etc. François est avec la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Pierre, le seul dont la fête est tout à fait solennisée dans les temps de travail. Donc c'est un moment tout à fait spécial et pas si fréquent à l'époque. Dès 70, Armel discerne une nouvelle dimension dans sa vocation franciscaine. Il exprimera dans toute clarté qu'en 93, mais c'est déjà présent. Saint François d'Assise a été la copie vivante de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est par excellence un saint social. Pour Armel, les plus belles idées évangéliques, c'est la lettre morte s'il n'y a pas un peuple chrétien adulte qui l'a fait passer dans les actes. Et il voit dans le tiers-ordre le ferment pour recréer celui-là. Protagoniste de transformation à la fois évangélique et sociale dans l'esprit de François. Il fonde désormais l'organisation de son Église sur le principe « le bien de l'ouvrier par l'ouvrier, avec lui, jamais sans lui, et à plus forte raison, jamais malgré lui ». Il veut donner aux ouvriers, donc son usine importante, des conditions de travail de vie dignes, mais aussi les faire participer aux responsabilités dans l'entreprise. Nous sommes au XIXe siècle encore. Hein. Pour commencer, il transforme sa filature en cité industrielle à la campagne, dans un projet qui est à la fois économique et social, il développe une caisse de crédit mutuel, gérée par les ouvriers de l'usine eux-mêmes, hein, et il invente ou diffuse, non spontanément bien sûr, bien des initiatives sociales qui vont se développer au XXe siècle. Le sursalaire familial, on va appeler les allocations familiales, les assurances sociales, assurances pour la retraite, intéressement aux bénéfices, logement, jardin ouvrier, coopérative, école, crèche, structure de loisirs. Hein. En tout cela, il joue un rôle d'initiateur, mais dès que possible, il en laisse la direction aux personnes qui sont dans l'usine eux-mêmes, qui le gèrent par eux-mêmes. Il ajoute l'assurance de l'emploi par une prévoyance patronale, même en période de chômage technique, et même lorsque son usine brûle. Il va plus loin. Comment un ouvrier, je le cite, comment un ouvrier peut-il s'intéresser à son travail si le patron le laisse ignorant de toute la marge de l'usine, s'il ne l'intègre pas, pour ainsi dire, dans tous les rouages, ne lui laisse pas l'initiative nécessaire au développement de sa personnalité. Donc, le bien de l'Église, le bien de la personne. Il crée dès 1875 un comité corporatif, 70 ans avant la création des comités d'entreprise, qui devient conseil professionnel, conseil d'usine, chaque fois élargissant son domaine d'action. Déléguer des ouvriers et de la direction pour discuter ensemble, avant toute décision patronale, que ce soit les salaires, l'hygiène, la sécurité de l'apprentissage, la diminution du temps de travail, la suppression du travail de nuit, les méthodes et les propositions susceptibles de rendre le travail moins pénible, plus efficace. Quant à l'organisation du monde ouvrier, ses rapports avec le patronat, son idéal demeure au départ la corporation, parce que c'est dans le milieu chrétien, c'est depuis le Moyen-Âge. Hein. Il dresse un portrait idéalisé dans un manuel de corporation chrétienne, et les papes dont louent l'ouvrage. Il faut dire aussi qu'à cette époque, le syndicalisme ouvrier est dominé par les idées marxistes, hein, et il prône, il abandonne petit à petit la corporation, mais il prône un syndicat mixte avec ouvriers, direction, prêtres, accompagnateurs, mais petit à petit, il va être plus réaliste. Hein. C'est un idéal, mais la réalité, c'est les choix des ouvriers eux-mêmes. Et l'existence donc de syndicats séparés est bonne, même si l'idéal est plus consensuel. En ce cas-là, la présence quand même d'un prêtre garantit l'orthodoxie des réunions, hein, et évite de glisser vers le socialisme, dit-il. Toutefois, Armel n'envisage pas, il faut dire, la cogestion financière de l'entreprise.
Vis-à-vis de son propre monde patronal, Armel est direct. Les mauvais patrons seront cloués au pilori de l'enfer. C'est simple, c'est clair. Sa propre réussite est le meilleur atout pour désarmer ceux qui disent la réussite de l'entreprise est à l'échelle de l'exploitation de ceux qui y travaillent. À partir de 1979, il semble écouté par quelques patrons, surtout du nord de la France. Il est dit en 1886 un catéchisme du patron sous la supervision de théologiens chrétiens, de romains, pardon. Il est à l'origine d'une union fraternelle du commerce et de l'industrie, et en fait d'où va naître le syndicalisme patronal chrétien. Mais quand il va plus loin et commence à invoquer la justice avant même la charité, la légitime prise en charge d'eux-mêmes par les ouvriers, la nécessaire intervention de l'État, alors là, beaucoup de ceux qui le suivaient arrêtent et se retrouvent presque seuls. Là, il est quand même un peu trop en avance. En 1889, il fait même une incursion originale dans la politique. Lors de la campagne électorale à Reims, il se présente la candidature d'un certain Jésus-Christ avec pour programme le règne social et lui comme son apôtre. Son souci de l'apostolat croise vite celui de gens comme Maurice Mignon, Albert de Mun, René de la Tour du Pin, l'œuvre des cercles catholiques, et Armel deviendra très ami avec eux tous. Son action prend alors une tournure nationale, puis internationale, conférences, visites, écrits, mais il n'oublie pas ses propres ouvriers. Il fonde en 1875 une confrérie de Notre-Dame de l'Usine, qui promeut l'apostolat d'ouvrier par l'ouvrier. Il publie les annales de Notre-Dame de l'Usine, et il ajoute en 1887 une nouvelle dimension à ses enseignements. Non plus seulement lui qui les propage, mais il va y avoir une session de formation sociale de prêtres et de séminaristes, surtout pour les séminaristes, c'est important de les prendre plus jeunes, en réponse d'ailleurs à une demande de quelques séminaristes sur ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. Plus important encore, il organise en 1885, par les conséquences, je veux dire plus important, un premier pèlerinage de Rome avec une centaine de patrons. Léon XIII les reçoit et leur demande de revenir accompagnés avec leurs ouvriers qu'ils le voudront. Armel le prend au mot et 2 ans plus tard, 1400 ouvriers, 3000 prêtres et religieux, 100 industriels sont reçus par le pape. Encore un peu plus tard, ils sont plus de 10 000, surtout les ouvriers, ce qui impressionne beaucoup Léon XIII. On parle alors à Rome familièrement des 2 Léons, le pape et Armel. Et de fait, la synergie des 2 hommes est impressionnante. Le pape, qui est pourtant devenu tertiaire franciscain qu'une fois évêque, déclare en 1881, en s'adressant au définiteur général des franciscains observants, « Quand je parle de réforme sociale, je fais allusion plus spécialement au tiers-ordre de Saint François. Il dira aussi, ma réforme sociale à moi, c'est le tiers-ordre. » À partir de septembre 82, Léon XIII transforme en 1 an et demi le tiers-ordre plus que pendant les 6 siècles précédents, et largement dans le sens promu par Armel et par d'autres aussi, mais tout un mouvement, avec une encyclique qui propose rien de moins que le tiers-ordre comme remède aux maux qui détruisent la société. Quelle responsabilité, Et il exhorte vivement à refuser de se faire inscrire dans cette sainte milice de Jésus-Christ. Et en 1884 aussi, il demande aux évêques de mettre un grand zèle à propager et à affermir le tiers-ordre. Léon XIII, dans cette optique, voit dans le patron de Val-des-Bois, l'usine d'Armel, un inspirateur, un allié pour la réforme sociale. On peut dire sans exagérer que le français sera, avec quelques autres, le Saint Jean-Baptiste franciscain de Rerum Novarum, qui va bientôt paraître. Le pape n'hésite pas à dire « il faut que les Armel se multiplient ». Rerum Novarum est publié en 1891. Celui qui l'a en partie inspiré, Armel, s'en fait le Saint Paul, si on peut dire, de cet évangile social, après avoir été de Saint Jean-Baptiste. Il commence par organiser un pèlerinage de remerciement à Rome, mais des manifestations suscitées par des anticléricaux dégénèrent en violence contre les pèlerins, et Léon XIII dira à Armel, à qui il écrit quelle consolation pour moi en recevant cette multitude d'ouvriers français. Il dira à un évêque français, ce cher fils m'a procuré les meilleurs jours de mon pontificat. Armel, déjà appelé le bon père, gagnera un autre surnom quand cela sera connu, consolation de Léon XIII. Bon, de retour en France, il lance plusieurs initiatives
inspiré de l'encyclique, bien sûr, création de cercles ouvriers, dans le premier d'ailleurs fondé par un anarchiste devenu chrétien, lancement de congrès ouvriers, fondation de syndicats agricoles, et comme Rerum Novarum donne une importance accrue à la formation sociale du clergé et des séminaristes, Harmel développe pour eux des journées d'études et de prières, et bientôt il y aura des centaines qui y participent. Il les invite à se lancer dans l'action populaire, il les fait loger dans des familles ouvrières, pour que le clergé, au futur clergé, découvre la réalité de cette condition. Des évêques le critiquent pour cette initiative, mais le pape lui apporte son soutien. En 1887, d'ailleurs, l'archevêque de Paris lui-même condamne ouvertement les journées de fraternisation sociale, surtout parce que c'est pas lui qui les organisait, il faut dire, et c'est le pape qui va intervenir pour défendre Harmel contre l'archevêque de Paris. C'est aussi au tiers-ordre que Harmel consacre son énergie. Il reprend les deux encycliques franciscaines récentes dont j'ai déjà parlé, à la lumière de Rerum Novarum, et il lit que le tertiaire se voit donner par l'Église une triple mission sociale: militant, médiateur, organisateur. En fait, un autoportrait de lui-même. Dans une très longue lettre aux autorités franciscaines, en 1894, il écrit, j'en cite que quelques lignes parce qu'elle est très longue, que l'histoire des origines de l'ordre séraphique a été voilée par des ombres qui, en fait, en ont caché la partie la plus admirable, son côté social. Et c'est là ce qui est arrivé, et dans l'Église elle-même depuis 300 ans. Le travail de critique, donc de retour à cette dimension sociale du tiers-ordre, est commencé, doit être poursuivi sans relâche. Ce n'est pas chose facile. Au fur et à mesure que nous étudions plus à fond l'histoire de saint François, notre admiration augmente pour cet homme de génie qui a à la fois été un grand justicier, un grand pacificateur de son siècle. Il me semble que l'ordre séraphique a spécialement pour mission l'organisation sociale des populations pour constituer une république chrétienne et faciliter sa marche vers l'éternité sous la conduite maternelle de l'Église. Avant saint François, les fondateurs d'ordre ne visaient dans leurs règles que les parfaits, comme on les appelait à l'époque, ceux qui décidaient à tout quitter dans la vie austère, possible seulement une élite. François, en ouvrant cette voie de la perfection, a voulu s'occuper de tout le peuple, des villes, des campagnes, des familles, des gens de toutes conditions, toutes professions. Il les a organisés par des lois simples et efficaces. Le but de tous les actes d'un véritable fils de saint François est donc, dans son action extérieure, l'organisation sociale chrétienne. Et ces actes répondent à ces aspirations si grandes. Il entraîne des franciscains dans ses projets d'action populaire, secrétariat du peuple, conférences populaires, ouvertes à tous, mais dont les chevilles ouvrières sont des tertiaires franciscains. Il donne l'exemple à Reims, où un secrétariat social détecte, soulage les misères, entièrement animé par des ouvriers bénévoles, aidés bien sûr par des médecins, par des avocats selon le type de problème. Et puis, l'année suivante, il n'a peur de rien, il se consacre à un projet plus ambitieux, organiser le tiers-ordre en France pour le rendre efficace, en particulier donc, dans sa dimension de service social. Il voulait commencer doucement, mais sa route croise un groupe franciscain de Marseille qui va orienter le mouvement des sangs et accentuer d'ailleurs l'antilibéralisme de Léon Harmel. Pour un grand patron, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Il n'est pas hostile à la propriété privée, mais beaucoup plus... aussi le mot est peut-être un peu fort, mais beaucoup moins porté vers la financiarisation de l'économie. Il y a une vision sociale, au sens de tout le monde, de l'entreprise. Une première rencontre a lieu au Val-des-Bois, donc chez lui, en juillet 93. Il y a tous les supérieurs des provinces franciscaines de France, Belgique, Hollande, d'autres franciscains, une vingtaine de laïcs, de prêtres franciscains séculiers aussi, discutent des évolutions, du capitalisme, du monde ouvrier, des fraternités. Harmel expose ses idées et dit qu'il faut réaliser la doctrine sociale de l'Église. Et on commence par demander au pape un responsable du tiers-ordre pour la France. Ça n'existait pas pour ça. Et donc, le pape acquiesce. À cette époque, les tiers-ordres, chaque tiers-ordre étant dirigé par un franciscain, c'est un franciscain, le père Jules de Sacré-Cœur qui va être nommé. Et on demande aussi au pape de permettre des congrès nationaux annuels. Le mouvement social franciscain est né. Harmel est élu directeur de mouvement, vient à Rome discuter très concrètement avec Léon XIII des modalités. Le pape approuve ses choix, et le premier congrès a lieu à Paray-le-Monial en 1894. Et
Louis XIII approuve la tenue de ce congrès et tout ce que ce congrès décide. D'autres congrès vont avoir lieu, Limoges, etc. Il est question de réforme, de questions sociales autant que de piété. Le rapport Filal suit les positions Armel. L'ouvrier mérite un juste salaire. Sa famille doit être prise en compte. L'État doit intervenir, qui sont autant de bombes dans le contexte de l'époque. En 1896, on compte 631 congressistes à Reims. Le congrès de cette année reprend les conclusions précédentes, mais là, il y a quelques divergences, disons, entre ceux qui pensent que c'est d'abord la réforme morale du monde ouvrier qu'il faut faire et ceux qui disent que la réforme sociale doit être non moins importante. Ces divergences entre ceux qui sont plutôt partisans de la réforme morale et ceux qui veulent la réforme sociale sont importantes, mais Armel prend position clairement au nom de Rerum Novarum. L'organisation populaire doit passer avant l'émission si nécessaire. Et lui-même, qui par tempérament est plutôt un monarchiste tempéré, devient républicain sans grande hésitation après le ralliement de 92, et propose au franciscanisme l'organisation sociale afin de constituer la République chrétienne. Il se rapproche alors de la démocratie chrétienne, des abbés démocrates et de Marc Sangnier, en qui il voit une traduction politique possible de ses idées de franciscanisme social. Mais bien sûr, tout cela, il y a beaucoup de controverses dans la presse catholique. Ce sont des idées qui ont encore beaucoup de chemin à faire, y compris dans la famille franciscaine. En 1898, il n'y a pas de congrès, mais Léon Armel, toujours une idée sous le coude, lance une nouvelle idée, des semaines sociales, première, avant qu'elle soit vraiment reprise plus tard, qui conclut à la nécessité pour le franciscanisme d'organiser les classes laborieuses. Les fraternités doivent donc discuter, s'organiser en ce sens. Sans chercher à s'imposer, il est omniprésent dans ces congrès franciscains, et on peut parler, d'ailleurs, ce que disent les historiens, de la saison des congrès arméliens. Ils deviennent le fer de lance de tout un mouvement social catholique. Armel réussit à faire partager sa conviction que, pour résoudre la question ouvrière, les ouvriers doivent être les propres acteurs de leur histoire, et donc au centre de l'engagement social du tiers-ordre, qu'il faut promouvoir la justice avant même la charité, l'action collective plutôt que l'action individuelle, l'organisation de la prévoyance plutôt que la seule assistance, la prise en charge des défavorisés par eux-mêmes, et aussi que l'État doit promulguer une législation sociale pour que tout ceci puisse exister. Pour lui-même, la foi est le moteur de ce mouvement social. L'étude, c'est la courroie de transmission qui va permettre de transformer cette énergie en programme, et l'action audacieuse, la réalisation. Ce sont des paroles d'Armel, bien sûr. Il invite les tertiaires à s'engager dans des groupes et des structures sociales pour les animer de l'esprit de Rerum Novarum, ou à en créer s'il n'y en a pas, et inviter ouvriers, employés, chrétiens à rejoindre le tiers-ordre. Il trouve une réponse enthousiaste à ces idées à Roubaix. Pour cela, revenons quelques années en arrière. Le franciscain Pascal Hoc arrive dans cette ville industrielle et ouvrière en 1892 pour redonner vie aux franciscains après les expulsions de 1880, le tiers-ordre fondé en 71 alors qu'une pieuse confrérie d'immigrés flamands souvent âgés. Laissant un confrère la fraternité des femmes, le jeune franciscain s'attelle à bâtir une fraternité d'hommes à partir de Rerum Novarum, des idées de Léon Armel. Pour cela, il va à un congrès de Val-des-Bois chez Léon Armel, et puis surtout, il fait venir Léon Armel à Roubaix, qui expose des idées que nous venons de voir. Puis le père Hoc entame au pas de course une campagne de recrutement parmi les ouvriers, souvent belges d'ailleurs, et puisqu'à l'apogée de fraternité, les ouvriers belges, flamands surtout, représentent 55% de ses membres, mais parfois aussi quelques contremaîtres et même quelques patrons, il réussit à les convaincre. L'essor est rapide, le père Pascal envoie ses tertiaires dès qu'ils sont formés dans des œuvres sociales existantes ou pour en fonder de nouvelles. La formation est vraiment la priorité, religieuse, franciscaine, sociale. Cours, cercles d'études, bibliothèques, mise à disposition de la presse catholique, tandis qu'une œuvre de placement est à disposition de ceux qui ont perdu leur emploi. Dès le congrès national franciscain de 1895 à Limoges, la fraternité d'hommes de Roubaix apparaît comme un modèle. Elle a déjà 548 membres de toutes les classes sociales. Et 2 ans plus tard, au congrès de Nîmes en 1897, le père Hoc peut annoncer: nous comptons des tertiaires dans 200 usines, à part 2 ou 3 exceptions. Les tertiaires sont à la tête de toutes les œuvres chrétiennes de Roubaix, au nombre de 43.
Un peu plus tard, Armel en fait le panégyrique devant Léon XIII, qui est très intéressé, et demande que l'action sociale soit jointe pour tous à l'action chrétienne. Un congrès à Rome marque la consécration du modèle de Roubaix. Léon XIII décore 3 de ses responsables de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand et déclare « Je veux que l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, les autres nations s'engagent comme à Roubaix. » Premier bémol quand même, premier bémol. Il arrive de Rome dès 1898. Léon XIII, tout en écrivant que le tiers-ordre peut aider le peuple, je le cite, à mesurer ses droits, ses devoirs, à s'occuper comme il convient lui-même de ses propres intérêts et de son propre salut, donc tout à fait la ligne d'Armel, et que le tiers-ordre, exemple de son fondateur, doit se consacrer au peuple, lui demande aussi d'insister sur les vertus religieuses et morales, et de faire régner la douceur, la concorde et le calme. Alors c'est pas toujours si facile. Ce bémol semble oublier qu'en 1900, un congrès international fait verser vers Rome une foule de tertiaires, 15 000, dont 2 000 Français emmenés par Armel. L'enthousiasme est grand, mais durant le congrès, le définiteur général de l'ordre franciscain, l'Irlandais Damil Fleming, le douche brutalement. Il dit « Le tiers-ordre n'est ni une école de sociologie, ni une organisation qui promeut l'économie politique, mais seulement une école de perfection chrétienne. La réforme morale est et doit demeurer première, et la réforme sociale doit seulement en découler. » Si au lendemain du congrès, Léon XIII semble imposer une synthèse équilibrée, ne vous contentez pas de pratiquer toutes les vertus privées qui sont en règle du tiers-ordre, mais soyez aussi zélés pour le salut du prochain et pour vous adonner aux œuvres qui rendent service aux déshérités, aux petits, aux malheureux, et pour rendre plus facile pour tous la pratique de la vertu, langage de l'époque, le coup d'arrêt est brutal. Recentrage sur la piété individuelle du tiers-ordre qui s'effectue rapidement, qui va même s'accélérer sous Pie X, qui écarte les questions purement économiques et sociales du but du tiers-ordre, même si les tertiaires, ajoute-t-il, après s'être enrôlés dans la société catholique, pourront individuellement s'engager dans l'action sociale dans la mesure où celle-ci est approuvée par le siège apostolique. Le dernier congrès franciscain social, en 1908, à Paris-le-Monial, ne réunira que 400 tertiaires. Donc le mouvement est vraiment brisé, je dirais, dans son élan. Pourquoi cet échec ? On peut avancer bien sûr des raisons, certaines tiennent à Armel lui-même, son activisme impatient qui bouscule trop, il voudrait voir les résultats tout de suite, comme on tire la plante pour que ça pousse plus vite. S'y ajoute aussi un certain manque de formation, même si Armel travaille beaucoup dans ce domaine, mais tous ne comprennent pas vraiment, résistance de secteurs entiers du premier ordre, et en plus contexte très défavorable entre d'un côté la politique anti-religieuse de la France, le tiers-ordre est nominalement attaqué à la Chambre, on demande s'il ne va pas être supprimé purement et simplement, et de l'autre côté le repliement de l'Église sur elle-même, cette époque de Pie X, qui rend suspect les liens d'Armel, par exemple avec la démocratie chrétienne, ou le sillon de Marc Sangnier, qui est condamné en 1910, qui favorise les accusations de modernisme contre le mouvement social franciscain, qui sont fausses mais meurtrières. Toutefois, tiers-ordre continuera à croître au moins jusqu'au début des années 30, donc bien au-delà. Cet échec n'empêche pas Armel, qui est un fidèle de Pie X, comme il était de Léon XIII et un pragmatique, à poursuivre ses engagements, ses actions. Il tente de continuer les sessions de formation sociale du clergé, mais l'Église de France lui fait renoncer en 1902. En 1903, il abandonne définitivement le rêve corporatif et favorise la création d'un vrai syndicat ouvrier au Val-des-Bois, qui va se gérer lui-même. En 1904, il participe aux premières semaines sociales de France, dont il a été le Saint Jean-Baptiste, on peut dire qu'il se place sous son égide. En 1905, il lance un mensuel rédigé et bientôt dirigé complètement par les ouvriers de son église, qui va prendre un rôle dans son entreprise. Il prend sa retraite en 1911 à 81 ans passés, mais demeure actif dans la défense des ouvriers chrétiens et du syndicalisme chrétien qui se développe. En 1914 encore, il prend la plume et il va jusqu'à Rome pour défendre contre les attaques de la Civiltà Cattolica et obtient gain de cause, parce que c'est la Civiltà Cattolica attaquer le syndicalisme chrétien en tant que tel. Il est toujours un tertiaire fervent et actif. Une de ses dernières joies sera de pouvoir, par décision personnelle de Pie X, jouir de la réserve eucharistique à son domicile. Il y passe de plus en plus une bonne partie de ses journées devant le Saint-Sacrement.
En novembre 1915, malgré son grand âge et sa santé défaillante, il tient à participer à la retraite annuelle des tertiaires. Il y attrape froid et il meurt quelques jours plus tard. Même si cet homme qui a beaucoup entrepris a beaucoup échoué aussi, l'aventure humaine et spirituelle de Léon Harmel n'est pas celle d'un homme seul, et son influence a été grande et féconde. On va se limiter bien sûr à la voie franciscaine, et on peut la décliner en trois dimensions. D'abord sa famille, tous affiliés, deux neveux religieux franciscains, les tertiaires de la région rémoise, membres de sa fraternité du Val-des-Bois, d'autres. Ensuite, les tertiaires qui participent à ces combats, même s'ils ne le suivent pas en tout. Ainsi, un cofondateur, on peut dire, avec lui du catholicisme social, Albert Demain. Enfin, l'élan du mouvement social franciscain, même si largement brisé au niveau collectif, se poursuivra tout au long du XXe siècle. D'abord, une belle figure de proue. Marius Gonin, j'ai une admiration sans borne, né à Lyon dans un milieu pauvre, autodidacte, jeune chrétien fervent. Il fonde à 19 ans la Chronique sociale, qui existe toujours, pour diffuser les idées de Rerum Novarum, publiées l'année précédente. Il a déjà mis au cœur de son engagement le triptyque qui animera ensuite l'aventure plus que centenaire des semaines sociales qu'il fonde en 1904 avec Boissard, formation, recherche, publication. Son action sociale débordante ne l'empêche pas d'être peintre, poète, écrivain. Dans les pages de la Chronique sociale de France, revue mensuelle d'études d'action, il se fait l'apôtre du tiers-ordre dès 1908, sous la fiction de lettres à son cousin, que j'ai dans ma bibliothèque, bien sûr, proche d'un roman épistolaire. Il voit l'avenir dans le tertiaire laïque qui vit profondément de la vie religieuse, mêlée à la vie de son milieu social, à l'inverse des congrégations des messieurs très pieux, très respectables qui sont dans les villes, par rapport au public des paroisses, qui est formé une sorte d'aristocratie religieuse bien pensante, dont l'engagement consistait surtout en messes mensuelles et en assistance aux funérailles. S'inspirant de l'exemple de Roubaix, Marius Gonin montre comment les tertiaires peuvent être des apôtres. Il faut des ça partout, à l'église bien sûr, mais aussi à l'usine, au bureau, dans l'atelier, dans les champs. Les tertiaires doivent s'entendre, travailler, s'aider, s'aimer, tout en aidant et en aimant tout le monde. Il raconte longuement une profession de tertiaire dans ses lettres, il décrit des engagements concrets, par exemple, y compris des tertiaires commerçants qui posent des actes de justice envers leur personnel, qui créent une caisse de crédit. Il évoque les œuvres imitées par les tertiaires, les cercles ouvriers, les jardins ouvriers, beaucoup de celles que Harmel a lancées d'ailleurs. Pourtant, il ne fera profession que dans le tiers-ordre qu'en 1921. Donc tout ça, il n'était pas encore tertiaire quand il le fait. Cette profession va compter beaucoup pour lui pendant les 16 ans qu'il lui reste à vivre, et lors des semaines sociales, si surchargé soit-il par l'organisation, il ne peut assister à tout loin s'en faut, mais il ne manque jamais la réunion du tiers-ordre qui a lieu pendant chaque semaine sociale. Toujours partie intégrante, qui conduiront d'ailleurs après. Et pas plus lors des retraites annuelles de ses collaborateurs, il ne peut pas s'empêcher de leur parler du tiers-ordre, de les engager à le rejoindre. Marius Gonin a trouvé dans son amour du Christ et de l'Église, dans son affection pour les petits, ces initiatives audacieuses qui font de lui un apôtre social de premier plan. Donc tout furent le mieux dans ses fraternités, ça serait vouloir l'impossible. Accepter ses souffrances, supporter les limites humaines inévitables font partie de la charité et du bon sens chrétien. Parole du père Marie-Joseph Gerbert. Ensuite, Émile Romanet, là aussi une affection très grande pour lui. 1873-1962, né dans une famille de paysans pauvres et co-directeur à 24 ans d'une entreprise dans laquelle il est rentré à 16 ans comme simple dessinateur, une grande figure professionnelle. Ce chrétien pratiquant découvre 4 ans plus tard Rerum Novarum qui l'éblouit. Alors il se lance dans des actions pour améliorer la condition des ouvriers de son entreprise. Il fait profession dans le tiers-ordre franciscain en 1913. Acquis au juste salaire demandé par Léon XIII, il convainc dès 1916 son entreprise et quelques autres de verser des allocations à leurs ouvriers qui ont des enfants. Son initiative sera décisive pour la création en 1932 des allocations familiales au niveau de tout le pays. Il en est à juste titre considéré comme l'inventeur. Les allocations familiales sont d'une certaine manière une invention du tiers-ordre comme les monts-de-piété au Moyen-Âge avaient été des franciscains pour lutter contre l'usure, a écrit Joseph Follier. Tertiaire entreprenant, Émile Romanet prend des responsabilités dans les conférences Saint-Vincent-de-Paul, les visites aux malades, multiplie les initiatives sociales, secrétariat social, assistance par le travail, bureau de placement, mutuelle, services d'entraide, loisirs culturels, maison du peuple,
tout en ayant ses responsabilités professionnelles. Joseph Folliet dit de lui, ce brave homme simple, apparemment un peu bigot dans sa réelle piété, portait avec sa femme Marie le scapulaire de tertiaire, mais levé chaque jour à 4h15, il consacrait les premières heures de la journée à Dieu et préparait tout le reste sous l'angle. Que ferait notre Seigneur s'il était à ma place? Voulant voir Jésus en tout, même en ceux qui me contrarient. Quelle belle définition. Émile Romanet écrit même pendant la messe un petit missel diffusé à des milliers d'exemplaires au poilu de Verdun et une méthode pour bien prier le rosaire. On voit une figure à la fois de piété et d'initiative sociale. Le troisième, je viens de citer son nom, Joseph Folliet, là on se rapproche de nous, 1903-1972, homme orchestre, ça a été dit de lui. Il est docteur en philosophie, sociologue, militant politique, militant chrétien, militant du scoutisme, journaliste, fondateur, directeur de journaux, de revues, organisateur de congrès, écrivain, poète, 65 livres à son actif, un nombre incalculable d'articles, animateur, responsable associatif, chansonnier, pacifiste, écologiste, expert à Vatican II, prêtre du Prado sur le Tard, fondateur invétéré, y compris d'une branche franciscaine latérale, les Compagnons de Saint-François. Folliet a donc toute sa place dans cette galerie de portraits de laïcs franciscains sociaux, car elle fut lui aussi tertiaire. Son appartenance directe à la famille franciscaine, évoquée dans son fameux portrait du franciscain laïque, a longtemps semblé problématique, mais Pierre Moracchini en a donné les preuves et la date, 18 juin 1944, dans la chapelle des Clarisses de la rue Sala. Plus que séculier, Folliet est irréductiblement laïque, militant pour des laïcs, comme le montre son autobiographie, même s'il a ordonné près de 4 ans avant sa mort pour le Prado à la suite du père Chevrier. Encore un autre signe franciscain, le père Chevrier était tertiaire. Son influence n'est pas mince dans l'évolution du tiers-ordre français à partir des années 50 et 60 vers plus d'autonomie vis-à-vis du premier ordre et surtout comme mouvement de laïcs, adultes majeurs émancipés sont ces termes, et vers un militantisme social. Ces trois figures de proue ne sont que la crête du mouvement. Par exemple, au hasard d'une brochure que j'ai trouvée à la bibliothèque des Capucins, le jeune Edmond Motte, 1888-1914, ouvrier dans un milieu à Mazamet totalement radical, avec une grève très fameuse, qui fonde tout jeune une fraternité franciscaine et qui va en chercher les membres un à un, en sonnant à leur porte, tout en s'engageant dans une conférence Saint-Vincent-de-Paul, dans diverses actions sociales, créant une ligue eucharistique. Il décide de rester tertiaire et non pas de devenir prêtre, si Dieu le veut, et il est tué au front à 26 ans. Ou encore une figure féminine de tertiaire qui se lance à la fois dans l'éducation et l'apostolat du milieu ouvrier. On ne connaît même pas son prénom, mademoiselle Ménétrier, qui fonde avec un capucin l'association franciscaine des institutrices, une espèce d'OCNI, c'est-à-dire objet canonique non identifié, tiers-ordre séculier dont les membres prononcent des vœux, comme dans le tiers-ordre régulier, qui comptera une 50aine de membres et des postulantes, avec une méthode franciscaine pour former l'esprit et le cœur des jeunes. Et ça lui survivra pendant des années. Les tertiaires engagés dans le mouvement social ont des sensibilités politiques variées. Louis Durand, qui crée le Crédit Mutuel, donc, qui existe toujours aujourd'hui, s'appuie pour l'animation sur les curés, les notables, les membres du tiers-ordre, mais en politique c'est un anti-républicain, un royaliste. Ou encore Antoine Lestra, tertiaire depuis 1912, qui lui est un ardent défenseur des ouvriers et qui s'engage très personnellement dans l'évaluation des quartiers les plus pauvres de Lyon, et par ailleurs auteur avec Paul Claudel d'un Saint-François d'Assise, et partisan d'Action française. Donc nos étiquettes sont des fois un peu faciles à... Je termine sur une dernière figure qui me plaît beaucoup, Marcel Escartefigue. Alors, son père Marius Escartefigue réunissait sur son nom la fameuse paire de cartes du César de Pagnol. Et on doit à son père, militant anarchiste, au fait que le jeune Marius a commencé par être anarchiste, d'être devenu maire de droite de Toulon, et avec une phrase politique qui mériterait d'être gravée partout, « La justice pour tout, les faveurs pour mes amis ». Marcel, donc, n'est pas baptisé, quand brillant étudiant en médecine, il cumule diplôme, concours, et on lui promet une belle carrière de grand patron, rencontre une jeune catholique qui l'ouvre aux réalités spirituelles. Il est baptisé à 20 ans, vite fidèle à l'horizon et à la messe quotidienne, et la figure de Saint François le séduit.
Et au moment où son père, donc radical de gauche, se prépare à reprendre la mairie de Toulon, lui, il fait profession dans le tiers-ordre. La figure de Saint François vraiment devient son modèle. Il ramène sa mère à la foi et il conduit son frère, d'autres conversions encore. Il s'engage dans le corps médical de la marine où il va devenir une légende vivante après qu'il ait sauvé un marin asphyxié en pratiquant 6 heures de suite de respiration artificielle. Ce n'est qu'à 40 ans qu'il accoste à Toulon, sinon il est sur les bateaux, hein, et partage sa pratique entre la dermatologie à l'Hôtel-Dieu et les consultations privées. Durant la guerre, il sauve plusieurs juifs en les faisant admettre dans son service. Il est vite réputé, encore aujourd'hui c'est peut-être pas le cas de tous les médecins, même si tous y pensent bien sûr, à s'intéresser plus aux malades qu'à la maladie. Hein. Attitude donc encore rare, il réussit comme ça des guérisons inespérées. Hein. Sa règle de vie est surprenante autant que rigoureuse. 5h30 jusqu'à 8h, pour Dieu seul, prière. 3 jours par semaine, 4 heures de consultation à l'hôpital et dans le cabinet, examen de conscience à midi, repas quand il a le temps, un bout de pain, un bout de fromage, consultation jusqu'à 23h ou minuit. 3 autres jours par semaine, il est paysan. Il est paysan, il cultive une parcelle de terre à Saint-Mandrier. Pourquoi ? Pour offrir les produits de ses récoltes aux communautés religieuses et aux gens les plus pauvres, que ce soit les récoltes ou la vigne. Il prend une semaine de vacances par an pour aller comme brancardier à Lourdes et une de retraite spirituelle. Avec tout cela, il trouve le temps d'étudier, tant en médecine, on le surnomme l'encyclopédie vivante, que pour nourrir sa foi. Et ses engagements en dehors de la famille franciscaine sont importants, formateurs sur l'enseignement social de l'Église, conférence Saint-Vincent de Paul, il passe 2 nuits par semaine dans un foyer de sans-abri, et dans son travail, il est non moins disciple de Saint François. Il soigne sans distinction de richesse et de classe, gratuitement, dès qu'il sent que les personnes ne peuvent pas payer, hein, voire même il fait hospitaliser sur ses propres deniers des personnes pauvres qui ont besoin d'être hospitalisées, hein, et glisse dans sa table à l'hôpital un billet de 5000 francs quand il ressort guéri. Visitant une famille aisée pour soigner un de ses membres, il insiste pour ausculter une servante qui était elle aussi malade, comme il l'avait remarqué. Il laisse à sa mort un carnet de résolutions qui nous montre son âme de tertiaire, qui correspond au témoignage sur lui. Son grand projet est de surnaturaliser la vie chrétienne, de ne jamais rouspéter contre Dieu. Hein. Quel bon exemple. Ni de douter de l'amour du Christ et de la Vierge. Il a une médaille miraculeuse dans son cabinet, mais il l'a mise derrière la plaque avant de visser la plaque. Et il a toujours un chapelet à la main quand il voyage dans les trams et les bus, parce qu'il ne voyage que par là, comme ça. Hein. Il y ajoute la volonté de chasser le respect humain, d'être humble, de maîtriser sa vie, par ascèse dans l'alimentation, l'apparence. Et il porte un paletot élimé, comme celui dont parle Rimbaud dans un de ses poèmes, qui est fort connu dans sa ville. Pour conclure très brièvement, je reviendrai juste une seconde sur la tension qui parcourt le tiers-ordre franciscain, puis en partie l'OFS, et pas seulement que, plus d'un siècle. Changer d'abord l'homme ou changer d'abord le monde, hein. La question tourne en affrontement quand un des deux pôles récuse l'autre. Et le vrai choix catholique, bien sûr, est inclusif, il faut les deux. Hein. Après avoir penché pour la convergence dans la ligne d'Armel, Rome a tranché en faveur de la sanctification personnelle. 3/4 de siècle plus tard, le balancier est reparti plutôt dans l'autre côté. Mais ce qui me frappe dans les personnalités, les figures que je viens d'évoquer, c'est ce bel équilibre entre, d'un côté, un engagement spirituel très fort, et de l'autre côté, un engagement social non moins fort. Hein. Armel, ses compagnons, illustre les points forts de l'identité franciscaine. Je cite là le père Thaddée Matura: centralité de l'expérience de foi, fraternité, pauvreté, mission par la vie. Il est intéressant de remarquer que les mêmes points avaient déjà été présentés dans un des congrès franciscains sociaux de Léon Armel.